premier essai en accrochant une caméra sur un ballon. En 1888, on l'essayait sur un cerf-volant. Et là, je fais un petit clin d'œil. En 1903, on a eu l'ingénieuse idée d'accrocher la caméra sur un pigeon. Puis si je prends la définition de Transport Canada d'un drone, qui est un système aéronef télépiloté, ben, un aéronef, c'est un objet qui se maintient dans les airs par ses propres moyens. Fait que, bon, un pigeon, ça se tient dans les airs par ses propres moyens. C'est peut-être plus organique que mécanique, mais bon. Puis télépiloté, ça emmenait un objet de point A à un point B. Donc les pigeons voyageurs, ils étaient déjà formatés, entraînés pour aller du point A au point B. Bon, vous allez dire, fait que peut-être que là, on avait le premier drone qui a existé en 1903. On s'entend qu'on peut, peut-être que mes définitions, je les étire un peu, là, on pourrait en discuter. C'est juste un petit clin d'œil. En 1909, ben là, c'est l'invention de l'aviation, de l'avion. Donc là, c'est vraiment l'intérêt de la photographie aérienne qui a bouleversé la photogrammétrie, qui a pris son départ. Puis dans les années 30, 40, aussi la guerre froide, il y avait déjà des drones dans ces années-là, qui étaient des avions de grandeur nature pour, bon, justement avec la guerre froide, les militaires qui l'utilisaient. Et autour des années 2000, avec l'avancement des technologies, le drone est devenu très démocratique et qui a donné un nouveau souffle à la photogrammétrie. Fait que vous allez voir, des fois, je vais parler de l'aviation, des fois, je vais parler aussi du drone, qui est une réalité d'aujourd'hui. Un petit topo rapidement de l'expérience photogrammétrique à la Ville de Montréal. En 1967, c'est là que le département a été ouvert, puis c'était un financement de 800 000 à l'époque. 800 000 ça équivaut à 6 millions aujourd'hui. Donc, ils ont parti d'un nouveau département photogrammétrique. Ici, on voit un A8. Donc là, on est loin des appareils qu'on a aujourd'hui. Ces équipements-là, c'était informatisé avec des rubans papier pour les codages. Les ordinateurs prenaient un pan de mur au complet. Et il y a eu un avancé incroyable à Montréal entre 70 et 72. Là. Il manquait le chaînon manquant. Il y avait des encodeurs pour mettre ça numérique. Il y avait des ordinateurs qui traitaient jusqu'au dessin que c'était mécanique, assisté par ordinateur. Mais il manquait le lien entre les deux. Et Montréal était la première ville en Amérique, en Europe, à trouver ce lien-là et faire une cartographie complète de façon numérique informatique. Mais là, on parle que ça prenait une pièce complète pour faire utiliser la photogrammétrie. À l'époque, bon, des photographies aériennes, bien sûr, un restitutoire. Les fichiers de captage, c'était vraiment des cartes perforées qu'il fallait rentrer l'une après l'autre avec début de la donnée, coordonnées, etc., etc. Puis si on échappait la pile de cartes partage, je ne vous parle pas du fouillis. Avec un opérateur qui faisait l'interprétation des photographies aériennes en 3D, en stéréoscopie, et une table de dessin mécanique qui dessinait. Au début des années 90, il est arrivé les logiciels CAD, donc AutoCAD, MicroStation, qui étaient couplés avec les appareils, les restitutions, fait que c'était une cartographie vraiment dans un fichier numérique. Puis en 97, c'est là qu'à la Ville de Montréal, on a incorporé les premières stations de vidéogrammétrie. Donc, on lâchait les photographies par diapositive et mécanique pour aller sur la vidéogrammétrie, la photogrammétrie sur écran avec des lunettes 3D. Puis en 2011, c'est là qu'on a commencé à mettre de la métadonnée sur les lignes de captage. Donc, on avait chez CAD, puis là, on commençait à mettre certaines informations, dont la date de saisie de ces éléments. Puis là, je fais juste une parenthèse, là. Les normes de captage du gouvernement du Québec en 1984. Il y a un extrait qui est super intéressant que je trouve. Il est écrit au cours d'un captage, l'opérateur effectue les corrections nécessaires lorsqu'il détecte une erreur. Fait que ça, c'est bien. Mais l'autre phrase, c'est là qu'il y a toute la subtilité. Mais si le tracé d'une clôture empiète un peu sur une rue, il le laissera. Fait que, à l'époque, on s'entend que le produit, c'était un produit papier. C'était toujours imprimé à l'échelle 1 dans 1000, 1 dans 500, 1 dans 2000, peu importe. Fait que si, d'un point de vue numérique, dans le fichier AutoCAD MicroStation, on voyait que ce n'était pas topologique, il y avait des lignes qui dépassaient, mais qu'au final, une fois imprimé, dû à l'échelle, ça ne paraissait pas. On le laissait comme ça et c'était correct, c'était normé comme ça. Ben, cette phrase-là, c'est un peu aujourd'hui la source de nos données spaghetti, là. S'il y a des informaticiens puis il y a beaucoup de géomaticiens, là, mais il y a des informaticiens aussi qui travaillent les données, là. C'est pas topologique, c'est pas snappé, etc., etc. C'est normal, c'est parce que la donnée au début n'était pas faite pour faire un système de base de données, mais bien pour faire une cartographie papier.
En 2018, on a fait un effort topologique pour transformer justement ces éléments cartographiques-là, que ce soit chaussée, trottoir, bâtiment, hydrographie, topologique. Donc, on l'a mis dans un logiciel ETL pour qu'il soit transformé et ainsi compatible à des SIGs ou des bases de données Oracle. En 2018, sa première expérience drone à la division de la géomatique. Et en 2019, on a procédé à l'achat de un et plusieurs drones par la suite, là, vu la demande. Là, vous allez voir, le drone est omniprésent dans ma présentation. L'achat du drone, premier drone qu'on a acheté, c'est en 2019, mais la première expérience, on faisait tout à l'interne. On faisait l'installation des balises, vous allez voir, à l'interne, sauf qu'on sous-contractait le vol de drone, puis on faisait le traitement à l'interne. Par la suite, on s'est acheté rapidement un drone parce qu'on avait besoin. Ça, c'est un des drones qu'on a, donc un Matrice 600 Pro, puis quelques caractéristiques du drone pour faire la photogrammétrie. Bon, ça prend une caméra, bien sûr. Cette caméra-là, elle est attachée à une nacelle. Cette nacelle-là permet de géopositionner, de compenser le mouvement du drone pour que la caméra reste toujours au nadir. Et dans cet équipement-là, on a rajouté une antenne GNSS. Donc, les trois antennes blanches que vous voyez, c'est les antennes GPS pour le positionnement du drone en vol. Et l'antenne GNSS, c'est vraiment pour avoir un meilleur positionnement de chaque photographie qui est prise. Fait qu'à chaque fois qu'il y a une photographie qui est prise, il y a un temps GPS qui est enregistré. Et par un post-traitement avec une antenne GPS au sol, il est possible de positionner chaque photo, sa position où est-ce qu'elle a été prise à quelques centimètres, là, voire 1 ou 2 décimètres. Donc, ça nous aide beaucoup dans le post-traitement. À notre pas notre grande surprise, là, avoir de l'équipement drone, ça a relevé certains défis à l'interne. Bon, il a fallu former des pilotes certifiés avec une certification avancée parce qu'à Montréal, on est dans un milieu urbain. Avoir les autorisations de vol de NAV Canada, qui est l'agence de Transport Canada qui autorise les vols des drones en milieu urbain. Avoir toute la configuration, photogrammétrie, plan de vol, caméra, focale, etc. Les contraintes météo, les vents, précipitations, le froid aussi qui nous empêche de voler. Ça prend du temps d'acquisition, bien sûr, une équipe, du temps de traitement après par la donnée. C'est pas rare qu'on fait une journée relevé terrain, mais après, c'est 5 journées de traitement au bureau. Fait qu'il y a un ratio à avoir selon l'étude de données. Et l'équipement du drone. Ce type de drone-là, à chaque 20 heures ou 50 vols, il faut faire une maintenance générale, un peu comme un avion, pour assurer la sécurité de tous. Puis, l'essor du drone en photogrammétrie, là, ça a lancé une nouvelle génération. Des années 80 jusqu'à 2000, il y avait les grandes firmes de photogrammétrie au Québec, conventionnelles par avion. Puis après, il y a un petit peu ce déclin de cette façon-là, mais au 2010-2015, le drone arrivait et c'est pas une blague, mais au simple clic d'un bouton, tout peut se faire. Un plan de vol se fait en quelques minutes maintenant sur une tablette avec un vol automatisé. Ici, la réautriangulation se fait aussi généralement très rapidement, donc le positionnement des photographies. Et par la suite, on peut faire une modélisation 3D à partir des photographies aériennes ou une orthophoto. Et tout ça au simple clic de bouton ou presque. Dans le sens que le drone, une fois que son plan de vol est fait, là, on peut appuyer sur le bouton, il décolle, il prend ses photos, il atterrit. Je n'ai même pas touché au joystick de la télécommande. Par contre, si on ne prend pas des mesures nécessaires, la précision et la qualité de la donnée, là, elle peut être déphasée, voire catastrophique. Fait que je vais vous montrer certains exemples. Excusez-moi. Où est-ce qu'on peut, où est-ce que la précision est importante. Mais avant de vous tomber dans le concret des projets, là, je vais juste faire un parallèle entre la photogrammétrie et les levées d'arpentage terrain. Donc, bon, levé d'arpentage terrain, on sait, ça se fait de l'équipement d'arpentage, station totale ou autre. Puis la photogrammétrie, c'est vraiment par coupe stéréoscopique, donc deux photographies aériennes qui regardent le même objet acquises à deux endroits différents. C'est un peu le même principe que les deux yeux regardent le même objet, mais avec un angle différent. C'est pour ça qu'on voit en 3 dimensions. Donc, les apportages de terrain, fait que c'est des stations robotisées, stations totales qu'on peut utiliser. Et son canevas de référence, c'est les points géodésiques qu'il y a partout sur le territoire canadien. Et la précision qu'on peut aller chercher, c'est 1 à 3 cm là, assez facilement. Le traitement, on fait un système de compensation avec ces points géodésiques-là et avec les relevés qu'on a effectués.
Et finalement, il y a un dessinateur qui fait une mise en plan pour avoir un produit cartographique. Fait que la diffusion d'un produit CAD ou papier à l'échelle 1/200 avec une exactitude centimétrique. Donc ça, c'est les levées de terrain. Tout le monde est plus ou moins à l'aise avec ça. Je vais faire le parallèle maintenant avec la photogrammétrie. Donc la source, c'est des photographies aériennes haute résolution. Au lieu d'avoir des points géodésiques, on se met des balises au sol. Des balises, c'est vraiment le système de référence qui va venir donner notre qualité métrique lorsqu'on va les mesurer. Par exemple, les photographies à 6 cm pixels avec une rectangulation effectuée en bonne forme, on peut atteindre dans un relatif, donc dans le plan à 7-8 cm d'exactitude, et en absolu, donc le plan par rapport au positionnement réel sur le terrain, à plus ou moins 16 cm. Donc, on n'est pas au centimétrique, là, on est au niveau décimétrique dans ce cas-là. Le traitement, il y a un opérateur, un photogrammètre qui voit en 3D le territoire à partir des photographies aériennes et qui vient saisir la donnée. Donc, c'est vraiment relié avec un logiciel CAD et qui dessine le pourtour d'un toit et ça se dessine simultanément sur les photographies aériennes, mais aussi dans le fichier CAD. Et par la suite, bon, il y a une structuration des normes et il y a une mise en plan effectuée par un dessinateur. Tout ça est normé. Ben, nous, à Ville de Montréal, on utilise les normes de photogrammétrie du ministère des Transports du Québec, mais adaptées aux besoins de la ville. Donc, on a des petites variantes, là, mais à la base, c'est la même source. Donc, je vais passer à l'autre diaporama. Fait que la diffusion, au final, c'est un plan topo. Même chose que les levées terrain d'arpentage, soit un CAD, soit un papier. Par contre, là, on ne peut pas aller à l'échelle en 200 parce qu'on n'a pas la précision pour y aller. On se limite à un 500 ou plus petit, puis on est plus de précision décimétrique et non centimétrique. Fait que, à gauche, on a un levé d'arpentage, puis à droite, on a un levé photogrammétrique. C'est très semblable à première vue. Là. Ça peut répondre à des besoins. Je vais vous dire tout de suite la grande différence entre les deux. Là. Quand on va en levé d'arpentage centimétrique, c'est pour des levées de construction. Ça va en ingénierie, on intervient sur le terrain pour faire la construction. Tandis que les levées décimétriques, là, à 10-20 cm, là, ça peut avoir des impacts importants si on fait de la construction avec ça. Ce n'est pas fait pour la construction. C'est fait pour préparer les projets. Donc, en pré-projet ou pour consultation, pour gestion des fins de gestion à l'interne. Donc, ça a vraiment deux besoins de faire. Puis si on fait du centimétrique pour faire du pré-projet, c'est beaucoup d'énergie parce que c'est beaucoup plus lent faire des levées d'arpentage par rapport à la photogrammétrie et donc plus coûteux. Donc, c'est complémentaire, les deux façons de faire. Ici, c'est un plan photogrammétrique d'une rue pour un pré-projet. Je ne me rappelle plus, là, ça avait peut-être 2 km de long. Puis, je vais vous montrer les côtés négatifs de la photogrammétrie. Ce n'est pas parfait, ça amène plein de solutions, mais il y a des côtés, il y a des limitations selon la technique. Ici, on voit un agrandissement, un extrait du plan. Donc, où est-ce qu'il y a des limitations? Il y a des zones obscures. Fait que, on s'entend qu'il y a des bâtiments en hauteur ou des objets en hauteur. Selon la perspective des photos, parfois, ce n'est pas possible d'aller voir jusqu'au pied du bâtiment. Des fois, c'est possible, des fois, ce n'est pas. Ça dépend comment que les photos sont prises. Fait qu'il y a des zones qu'on n'a pas tous les détails près des bâtiments. Il y a des zones obscures qu'il peut y avoir. Là, à cet endroit-là, sur les photographies aériennes, c'était pris au mois de novembre. Il y avait un abri de tempo. On ne peut pas voir en dessous les objets qu'il y a. Bien sûr, s'il y a des voitures qui sont stationnées dans la rue et qu'il y a un regard sous la voiture, ben, c'est pas possible de voir le regard. Puis, on est d'exactitude décimétrique. Hein? Fait que la bordure d'une chaîne de trottoir, en levée d'arpentage, on va l'avoir. En photogrammétrie, là, ton 10 cm, là, une bordure de trottoir, c'est 15-20 cm, c'est très difficile à avoir. Fait qu'on a le bord du trottoir, mais on ne peut pas avoir vraiment la différence entre l'asphalte et l'eau du trottoir. Les entrées et sorties, c'est le même principe. On n'a pas la précision, le détail pour le faire. Puis les détails des marches, c'est là aussi, on en voit, mais on peut compter les marches, mais c'est difficile de les capter. Puis ça, là, je vous parle de la photogrammétrie par avion, là, avec une résolution de 6 cm pixels. Tantôt, je vais vous parler du drone, là. On peut aller au-delà de tout ça, mais là, je vous parle de la photogrammétrie conventionnelle par avion. Puis c'est des données décimétriques, comme je mentionnais. Excusez-moi. Fait que, là, je vous passe d'un sujet à l'autre. Là, je tombe dans un autre sujet.
En 2017-2018, on a fait un banc d'essai. On voulait savoir le drone jusqu'où ça pouvait aller. Fait que, on a fait voler 3 drones simultanément au même endroit. Ben, simultanément, un après l'autre, la même journée. Fait que le premier drone, c'est un Phantom 3 de DJI là, qu'on peut acheter dans les magasins de grande surface. L'autre drone, c'est un drone professionnel avec une caméra de meilleure qualité, 36 mégapixels en dessous, avec une caméra métrique, une lentille métrique. Et après, on a fait un troisième vol avec le même drone, mais au lieu de mettre une caméra pour faire de la photogrammétrie, on a mis un lidar. Donc, pour avoir le relief du terrain. Puis, simultanément à ça, on a fait une station, on a relevé par station totale, là, ici c'est un lidar terrestre, c'est un dépôt à neige, là, pour vous mettre en contexte. On l'a relevé parce que cette méthode-là terrestre, on la maîtrise bien. Fait que vous voulez avoir un comparatif de relever un élément terrestre versus aérien par drone. Fait que pour le drone, il faut mettre des balises. Ça, c'est primordial, vous allez comprendre. Si on n'a pas de balises, c'est le nerf de la guerre, la précision des balises. Fait que les balises ici, c'était des panneaux de bois de 2 pieds par 4 pieds. Ils ont été relevés avec un GNSS, donc par GPS, double fréquence. Et pour la station LIDAR, c'est le scan qu'on a scanné, le tas de neige qu'on voit. Pour les 2 vols photogrammétriques, à gauche, c'est le vol grand public, drone grand public, là, un Phantom, puis à droite, c'est mon drone professionnel. On voit ici les plans de vol avec les photographies qui ont été prises. Bon, il faut planifier le plan de vol en fonction de la hauteur, les résolutions, etc. Fait qu'il y a toutes des contraintes de photogrammétrie. Puis à l'époque qu'on l'a fait, ça prenait un certificat d'opération spécialisé. C'était très complexe à voler là, avant 2020. Là. Transport Canada a beaucoup simplifié les règles pour voler maintenant. Là. Mais je fais juste une parenthèse là-dessus. Fait que à gauche, encore mon drone public, c'est un nuage de points photogrammétriques. Fait que ça, c'est le positionnement des photographies aériennes dans l'espace. C'est le logiciel fait une autocorrélation, une reconnaissance des pixels pour avoir un nuage de points, comme un lidar, mais c'est un nuage de points photogrammétrique. Puis ici, on a nos contrôles qui sont apparus autour du tas de neige. Et puis là, les points bleus, là, c'est là que vous allez voir l'importance des balises au sol. C'est mes coordonnées GPS du drone. À chaque fois qu'il prend une photo, là, il prend une coordonnée GPS des photographies aériennes. Et quand que je viens appliquer mes points de contrôle, il vient ajuster ces photographies-là. Puis là, vous voyez un déplacement là, planimétrique de peut-être 1 ou 2 mètres, mais altimétrique, là, c'est 10, 20, 30 mètres qui vient positionner ces photos. Donc, si on n'avait pas ces contrôles-là, on serait 30 mètres décalé en altimétrie là, facilement pour ce projet-là, autant par le drone grand public que le drone professionnel. Une fois nos centres de perspective qui sont bien géoréférencés, on est capable de projeter nos photographies et faire la restitution photogrammétrique, des nuages de points, l'orthophoto, etc. Pour tester Excusez-moi. Pour tester la qualité du métrique qu'on a mesuré, là, on a calculé un volume. Donc, si on avait le dépôt en neige vide qui provenait d'un lidar d'été qu'on avait pris, d'été d'automne, que le site était nu. Puis, ça, c'est le nuage de points qu'on a relevé par la station totale terrestre. Là, vous allez voir, la station totale terrestre, notre référentiel qu'on connaît, n'est pas idéal. Bon, il y a une densité de 500 points par mètre carré simplement, mais le dessus du tas de neige, on n'a pas pu le mesurer parce qu'on était au niveau du sol. Les côtés, on n'a pas pu se déplacer non plus parce qu'il y a des clôtures de sécurité puis on ne pouvait pas aller entre le tas de neige et la clôture. Puis quand il y avait des bourrelets de neige, derrière le bourrelet de neige, le lidar n'a pas capté non plus. Mais ici, il y a une zone de référence de 500 mètres carrés qui sont communes à toutes les relevés, terrestres et drones, qu'on a comparées. Puis ça va être là la qualité de ma donnée. La qualité pour mon drone photogrammétrique, on a fait un nuage de points. Voici la surface du tas de neige la même journée, densité 100 points le mètre carré, pas de problème. Il y a des places qu'on n'a pas de données, c'est qu'il y a eu de la neige fraîche dessus. Et vu que la qualité de la caméra est moins bonne, c'était trop blanc, puis le logiciel n'a pas reconnu des variations de pixels et n'a pas fait d'autocorrélation. Puis ici, il y a des carrés qui manquent de la donnée. Ça, c'était, je ne mens pas ici parce que c'était le plan de vol qui était mal planifié. En modifiant la planification de vol technique, on peut résoudre ce problème-là. Ça, c'est le nuage de points photogrammétrique
excusez-moi, à partir de la caméra de qualité professionnelle. Densité 1000 points au mètre carré simplement. Bon. Puis, il n'y a pas de zone obscure, tout le territoire a été couvert. Puis ça, c'est le nuage de points du lidar sur le drone. Donc, tout a été couvert, il n'y a pas de problème, 500 points au mètre carré, tout nous convient. Parenthèse, on a 2 drones avec des caméras. Un produit dérivé qu'on peut faire, on peut faire des orthophotos. Fait qu'ici, une orthophoto du drone grand public. On voit la qualité 3 cm pixels. Ici, c'est l'orthophoto du drone professionnel. On voit déjà la qualité qui s'est beaucoup améliorée. Il n'y a pas photo pour faire un mauvais jeu de mots. Et avec le lidar, on ne peut pas faire, ce n'est pas une imagerie, mais on est capable de sortir une intensité. Avec l'intensité de la réflectance des matériaux, on est capable d'avoir une image noir et blanc comme ça. Mais comme qu'on voit là, l'intensité ne nous permet pas de bien définir la clôture ou le contrôle. Tableau synthèse du banc d'essai, ma première ligne, c'est ma station totale, mon référentiel, drone grand public, drone professionnel et drone avec lidar. Donc, ici, on a notre densité de points, la résolution, la couverture complète. Fait que, on voit que la station totale terrestre, ce n'est pas une solution pour scanner un tas de neige. Bon, si on peut faire une orthophoto, c'est un plus-value, mais ce n'est pas une obligation, ce n'était pas l'objet de la recherche. Et les prix. Bon, c'était les prix il y a 2 ans. Là, ça a diminué quand même, là, mais ça reste assez dispendieux, là, surtout le lidar. Donc, nous, pour nos besoins, on voit vraiment que c'est soit le drone professionnel, soit avec une caméra photogrammétrie professionnelle, ou soit un lidar. Fait que, bon, la solution est vraiment aérienne. Là, après, ma zone de 500 mètres carrés, je l'ai comparée avec ma station totale, qui est toujours ma première ligne, SX10. Bon, le nombre de volumes calculés. La différence en mètres avec le SX10. Fait qu'on voit que les 2 drones professionnels, là, il y a presque rien. Puis mon Phantom 3, là, il y a près de 1000 mètres cubes de différence. À ma grande surprise, là, le drone grand public, il y a une différence de moins de 2 Ce que je trouve ça excellent là, pour un drone qui est peu dispendieux. Là. Et les 2 autres solutions, il y a une différence de moins de 0,1 par rapport à mon lidar terrestre. Fait que ça, c'est juste pour imaginer. C'est le nombre de camions bennes qu'on aurait pu transporter là, avec le volume de neige de différence. Et les coûts. Fait que nous, pour faire nos dépôts en neige, là, ça fait maintenant 3 ans qu'on les suit. Ben, on a opté avec une caméra professionnelle puis un drone professionnel parce que l'acquisition était beaucoup moins chère qu'un lidar. Puis après, ah oui, le tableau du haut, j'ai fait des modèles numériques de surface en TIN, donc par mèche, par triangle. Puis en bas, j'ai fait des modèles numériques de surface par grid, donc un fichier raster. Puis j'ai comparé le TIN par le grid pour voir s'il y avait une différence. Et il y a une différence constante de 0,3 Fait que le but, si on veut comparer des tonnes de neige dans le temps, il faut toujours garder la même utilité. Puis là, je vous mets en garde. Cette étude-là a été faite pour calculer de la volumétrie. On voit que le lidar et la photogrammétrie professionnelle, on arrive à peu près à la même chose. Mais si vous voulez faire des profils pour l'ingénierie, je vous dis tout de suite, la photogrammétrie va mal fonctionner par l'autocorrélation. C'est qu'il y a une variation plus grande dans la photogrammétrie que dans le lidar des points. Mais dans un tas de neige, ça se compense. Des fois, tu es plus 30, moins 30, mais au final, ça se compense. Tandis que si on voudrait faire, mettons, un profil de rue, ben, une variation de 30 cm sur la rue, ça serait problématique. Tandis que les lidars, peut-être qu'il y aurait une variation de 3-4 cm. Je ferme une parenthèse. Type de produit qu'on peut faire, fait qu'on calcule selon les sites le volume qui est, l'occupation par rapport à sa capacité maximale, la hauteur du tas de neige, la pente active, la pente où est-ce qu'il souffle la neige, la pente arrière. Ça, on suit 4 sites à Montréal pour la gestion des dépôts à neige. On peut faire des profils de 3D visuels. Puis, ici, c'est un bel exemple. C'est un dépôt à neige qu'on voit qu'il y a 2 sommets. Fait que, entre 2 tempêtes de neige, ils ont soufflé, on voit les 2 sommets, et ils n'ont pas soufflé d'une façon optimale la deuxième fois. Fait qu'il y a un creux qui s'est fait entre les 2 sommets, et ce creux-là ne pourra pas être comblé durant l'hiver, parce que la souffleuse ne peut pas souffler assez loin pour le combler. Donc, ici, on voit qu'il y a eu une défaillance par rapport au soufflage lors de la deuxième
Deuxième tempête de neige. Autre produit dérivé, des modèles 3D avec l'orthophoto qui vient plaquer dessus. Ici, avec des modèles d'élévation. Là, ici, c'était une étude d'impact. Il allait agrandir un dépôt à neige. Fait que où est-ce qu'il y a la flèche qui apparaît? J'ai mis un petit bonhomme. Là. Fait que s'il y a un citoyen qui était là au coin de l'intersection, on a mis la maquette 3D qui est produite par Photorémétrie. Je vais en toucher un bout tantôt. C'est tout ce qui est en vert, c'est qu'est-ce qu'il voit, puis tout ce qui est en rouge, c'est qu'est-ce qu'il ne voit pas. Fait que c'est point de vue acceptation sociale, puis tout ça, on peut faire des informations là-dessus. Je fais rapide, j'ai plusieurs sujets, je vois le temps qui défile. Entre-temps, là, ça a déboulé, là, disons, de la géomatique, l'usage du drone. Là. On a un Phantom, un Matrice 600, un DJI Mini qui peut être utilisé pour certaines occasions. L'avantage du Matrice 600, c'est qu'on peut mettre plusieurs charges utiles. Fait qu'on a une caméra photorémétrique avec 3 lentilles couplée avec un GPS, un GNSS. On a maintenant un lidar aussi, couplé avec une antenne GNSS aussi, et une caméra thermique pour faire des études d'îlots de chaleur pour les urbanistes quand ils font des nouvelles installations dites écologiques ou qui minimisent les îlots de chaleur. Aussi, nos 2 plus gros drones ils sont équipés de parachutes quand on vole en milieu urbain. Quand on va les dépôts en neige, on n'a pas de besoin. C'est un circuit fermé que les gens n'ont pas accès. Mais quand on vole au-dessus des rues, Transport Canada nous autorise d'utiliser un parachute accrédité par Transport Canada. Et bien sûr, former des pilotes à l'interne. Là, tantôt, mon premier volet, je suis conscient que c'est beaucoup d'informations que je vous donne, mais je veux juste vous allumer sur, vous susciter l'intérêt de la photorémétrie, là, tout ce qu'on peut faire avec, et même plus, je ne n'aborde pas tous les sujets. L'automne passé, j'ai fait un test au jardin botanique. Là, il y a une section qui s'appelle le jardin des vivaces. Cette section-là, il a fallu le relever par station totale, donc un relevé centimétrique conventionnel d'arpentage. Et simultanément à ça, j'ai fait un vol de drone, plusieurs vols de drone en réalité, mais je vais vous en présenter juste un, celui que je savais est de meilleure qualité. J'ai essayé de pousser la photorémétrie à son maximum là, avec l'équipement qu'on avait. Donc, sur j'ai fait un vol de drone, puis j'ai fait de la saisie photorémétrique avec ce drone-là, donc avec un opérateur dans un logiciel de photorémétrie. Puis il y a des éléments que j'ai comparés entre le levé par drone, saisie, photorémétrie et les levées de station totale centimétrique. Fait que ici, il y a plusieurs points que j'ai comparés entre les 2 études. Et vous allez voir le résultat. Fait que, comme je vous ai dit, j'ai fait 5 ou 6 vols avec différents drones, différentes résolutions, mais je vous donne la qualité maximale que j'ai réussi à avoir là, pour vous dire jusqu'où qu'on peut pousser le drone, puis ça va aller encore plus se détailler. Fait que cet endroit-là, je l'ai volé avec le drone. J'ai volé à une hauteur de 25 mètres et une focale de 50 mm. Fait que ça m'a donné une résolution au sol là, de 2,5 mm pixels. Avec cette résolution-là, ici, l'image qu'on a, c'est 1 cm pixel. Et à 2,5 mm pixels, c'est le type de détail qu'on voit. Si je fais un zoom, on voit les cracks des dalles de céramique, etc. Fait que, le niveau de détail, là, il est aussi détaillé que si on était sur le terrain et on regardait le terrain. Fait que l'enjeu du pointé photorémétrique n'est plus un enjeu. On voit autant de choses à cette résolution-là que si on faisait un relevé terrain. Pour faire mon arrêt aux triangulations, j'ai mis 5 contrôles puis 5 points de validation, tous relevés par station totale, donc centimétrique, et nivelés par niveau, donc avec une altimétrie millimétrique. Puis, je vous dis tout de suite le punch, parce que je ne fais pas présentation complète là-dessus. La qualité des mesures photogrammétriques qu'on obtient par drone est l'équivalent de la qualité de nos points de contrôle. Si nos points de contrôle, je les aurais le même vol, j'aurais relevé mes points de contrôle par GNSS qui est 3, 4, 5 cm. J'aurais eu des résultats finaux 3, 4, 5 cm. On ne peut pas être meilleur que nos points de contrôle. C'est une logique indéniable, là, mais je vous le garantis. Ici, c'est le rapport d'aérotriangulation. Ici, le rapport d'aérotriangulation là, me dit grosso modo, tout est beau, tous tes points de contrôle, ils arrivent sous le centimètre. J'ai mis 5 points de validation dans la triangulation. Ici aussi, j'arrive sous le centimètre dans les 3 axes, fait que tout est beau aussi. Mais il faut savoir que les rapports de rétrangulation, il y a des milliers de points qui sont mesurés, comparés les uns et les autres. Puis s'il y a des erreurs, ils sont noyés dans la quantité de points. Fait qu'il faut toujours faire une vérification terrain. Fait que ici, c'est ça que j'ai fait.
j'ai regardé mes 44 points que j'ai relevés par un opérateur en photogrammétrie, là, avec des lunettes 3D qui voyaient le territoire en 3D. Puis il y a 44 points, des coins de trottoir, des coins de bâtiments, que j'ai comparés avec les levées terrain. Puis la moyenne, je suis à moins de 1 ou 2 cm. La moyenne, ça s'ajuste. C'est une erreur. C'est l'exactitude. Et la précision, c'est l'écart type. Fait que un écart type, c'est avec 68 de région de confiance. Bon, vous savez, 2 écarts types, 95. Fait qu'un écart type, là, j'étais à 1,5 cm planimétrique, qui correspond à mes points de contrôle. Et altimétrique, j'étais à 3 cm. Et je trouvais que c'était un peu gros, fait que j'ai poussé mon analyse un petit peu loin. Puis là, j'ai constaté que plusieurs de mes points, ben quelques-uns, une dizaine de mes points, c'était des colonnes, des coins de colonnes de pergola. Puis ces coins de colonnes-là ne sont pas idéales, autant par photogrammétrie, parce qu'il y a des travers qui peuvent obstruer la lecture, et aussi à la session totale, ce n'est pas nécessairement facile d'aller pointer le coin de la colonne. Fait que ces coins-là, je les ai gardés planimétriques, je les ai enlevés altimétriques. Fait que, il m'a resté 44 points planimétriques, 30 points altimétriques. Et si je regarde mon écart type, là, je suis tombé à 1,5 cm planimétrique et à 1,3 cm altimétrique. Fait que je suis arrivé à la conclusion qu'avec le drone, avec des images millimétriques, on est capable d'arriver à la même exactitude qu'une station totale centimétrique. Fait que la relation est là, la qualité de tes points de contrôle est reportée sur ta saisie de drone. Et puis, présentement, je suis en train de faire 3 projets, puis j'essaie d'instaurer le drone vraiment dans des projets actifs de la ville. Pouvoir, là, le temps, y a-t-il un gain à faire ça par drone sur ce terrain? Fait que je suis en train de travailler là-dessus, là. Puis au courant de l'an prochain, je devrais écrire un article à ce sujet-là dans la revue Géomatique, la revue de l'Ordre des arpenteurs géomètres du Québec. Un produit dérivé de ce vol-là, ben, c'est un orthophoto à 2,5 mm pixels. Si on regarde un zoom, on peut lire les panneaux d'identification des plantes. On peut voir les espèces de plantes. En passant, pour moi, ça me parle peu, mais pour les agronomes du jardin botanique, c'est super. Parce qu'eux, ils servent de l'orthophoto pour faire la plantation de l'année suivante qui se fait pendant l'hiver. Et pendant l'hiver, ils n'ont pas accès à leur jardin parce qu'il y a un couvert de neige sur le jardin. Mais avec l'imagerie, ils sont capables de mieux prévoir leur plantation suivante. Parenthèse, on a en 2020 de voler tout le jardin botanique pour faire une orthophoto à 1 cm pixel, qui sert justement à la prévision des plantations de l'année suivante. Bon, ici, détail physique de l'équipement de jardinage. Puis, on pourrait aller mesurer la distance qu'il y a entre 2 dents de râteau. L'imagerie est assez détaillée pour ça. Et tout ça n'est pas fait sur le simple pesage de bouton que je vous parlais du début. Je vous passe rapidement les contraintes techniques pour arriver avec ça. Bien, il faut utiliser un réseau géodésique pour emmener des points de contrôle de qualité. Pour emmener ces points de contrôle-là, ça nous prend de l'équipement d'arpentage, ça nous prend une équipe d'arpentage, bien sûr. Ça nous prend un drone avec une caméra de haute résolution qui est couplé aussi avec par satellite pour un positionnement GPS. Ça prend un pilote accrédité avec les autorisations de vol, etc. Là, à cet endroit-là, il y a 2 enjeux qui sont... Et la technologie va régler ces enjeux-là. Mais au moment que je vous parle aujourd'hui, le premier enjeu, c'est la focale de la caméra. Donc, avec une focale de 50 mm, pour avoir la résolution que j'avais besoin, il fallait que je vole à 25 mètres de haut. À 25 mètres de haut, j'étais à la hauteur des arbres. Un arbre mature, c'est 30 mètres. Donc là, il y avait un danger par rapport au drone. C'était une contrainte. On ne peut pas voler n'importe où à cette altitude-là, bien sûr. Et l'autre altitude que la technologie va régler, c'est le capteur de la caméra. La caméra, c'était une 36 mégapixels. Fait que ça a été fait 450 photos pour couvrir le territoire. Puis si je le volais à 1 cm pixel, c'était 80 photos. Plus que de photos, plus que de traitement, plus que la retriangulation est longue, etc. Et aussi le photogrammètre, à cause de la résolution des photos, quand il fait la saisie photogrammétrique, il change de stéréomodèle à chaque fois qu'il se déplace de 5 à 7 mètres. Fait que c'est beaucoup de photos et de stéréomodèles. La journée qu'on va avoir une caméra
à 200, 400 mégapixels. Ça va régler ce problème-là parce qu'on va pouvoir avoir une plus grande couverture des photographies, donc moins de photographies. Autre enjeu aussi qu'on a, quand j'ai fait le banc d'essai, on était en pandémie, le jardin botanique était fermé, donc fermé au public, je pouvais voler sans parachute. Le refaire la même mission aujourd'hui, ça me prendrait un parachute pour voler au-dessus des gens. Une autre contrainte du parachute, pour qu'il y ait le temps de se déployer, il faut que je vole le minimum à 60 mètres de hauteur. Là, je ne respecte plus mon 25 mètres. Donc là, il faudrait que je m'achète une autre lentille pour permettre une résolution semblable. Fait que, bon, que je viens de vous expliquer, là, c'est vraiment le maximum que je réussis à pousser la photogrammétrie par drone. Je vous passe un autre volet photogrammétrique. Il me reste 10 minutes. Je fais ça rapide parce qu'à la fin, j'ai une petite vidéo de 4 minutes. La photogrammétrie, ça sert à quoi? À faire des orthophotos, à faire la cartographie, à faire la maquette. Je vais vous parler de la maquette rapidement. Une maquette photogrammétrique à la Ville de Montréal, on a un MNT qui est fait depuis le LIDAR. Ce MNT-là, on peut le découper avec ici des polygones de voirie. Fait qu'on a les chaussées, trottoirs, etc. On peut rajouter des infrastructures. Fait que ici, des tabliers de pont qui ont été saisis par photogrammétrie. Ici, on a la maquette de base. Fait que les toits sont mesurés par photogrammétrie et les murs sont déduits. Fait que puis là, je parle de la photogrammétrie, là, 600 pixels par avion. Là. On n'est plus dans le drone, là, on est dans l'avion. Par la suite, les arbres, on les a faites, on a pris le level haute et basse, haute et moyenne végétation du LIDAR, on les a coloriés avec l'orthophoto. Et le logiciel prend les centres perspectives de toutes les photographies aériennes, pas l'orthophoto, mais vraiment les photographies aériennes, et il vient plaquer la meilleure perspective de la photographie aérienne sur les murs et plafonds. Murs et toits. Ici, plus qu'une maquette, ce n'est pas une maquette mesh qu'on voit dans Google Earth, etc., que la majorité des logiciels nous proposent. C'est vraiment une maquette 3D avec les bâtiments qui sont isolés. Puis quand on sélectionne un élément, ici un trottoir, on peut rajouter des métadonnées. Donc, c'est vraiment un GIS 3D. On peut aussi faire une maquette. Pardon. On peut aussi faire une maquette à partir de LIDAR. Donc, rapidement, on prend le LIDAR, on isole les toits et le ground. Les logiciels détectent les toits automatiquement. Ces toits-là, on projette les murs jusqu'au sol. C'est le même principe. Et on obtient une maquette 3D. Fait que ici, on a une maquette faite par le LIDAR. C'est beaucoup plus rapide, mais ça a certains défauts. Ici, on vient la texturer avec les photographies aériennes. Mais parfois, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais dans le fond, en arrière à gauche, puis ici aussi, là, au centre, le LIDAR, il n'est pas aussi détaillé, puis des fois, il manque la moitié, voire le trois quarts d'un bâtiment, parce que ça n'a pas été mesuré par un opérateur, c'est fait de façon automatique, puis des fois, il n'y a pas de réflectance sur le toit pour X raisons. L'utilisation de la maquette à la ville, je vais vous donner des liens concrets. Fait que ici, pour l'Office de consultation publique de Montréal, on est sur Sainte-Catherine, il y a un projet d'un promoteur, fait qu'on a fait la maquette du secteur et on a mis la maquette du promoteur. Le but, c'est vraiment faire la discussion avec le citoyen puis voir l'acceptation sociale du projet. Puis, 2 fois, ça nous est arrivé avant la pandémie. On allait même dans les consultations publiques avec l'OCPM et on avait la maquette en réalité virtuelle. Fait que les gens se mettaient une casse de vérité virtuelle avec une télécommande, une manette de jeux vidéo, et on les projetait dans la maquette et ils pouvaient se promener au niveau du sol et tout ça et regarder les différents points de vue du projet du promoteur, etc. Donc, tout ça, la maquette a été produite, sauf la maquette du promoteur, là, mais toute la maquette de mise en contexte a été produite par photogrammétrie par avion. Autre projet qui a été fait, c'est l'île Sainte-Hélène. Il y a le REM qui passe là présentement. C'était l'instauration du quai du REM et pour les urbanistes de la ville, voir comment ils vont faire la gestion du territoire autour de la future gare du REM. C'est une maquette classifiée comme vous avez vu tantôt. Puis ces maquettes-là sont disponibles en ligne. Hein. À la fin, là, il y a les liens. Là, si vous voulez aller voir, là, sont interactifs, sont en ligne. Vous pouvez cliquer sur des éléments. Ici, c'est un arrondissement qui a fait une maquette 3D. Et cet arrondissement-là, il a pris notre maquette de base et ils ont rajouté leur projet. Fait que chaque bulle qu'on voit, on clique dessus et il y a justement la métadonnée que je vous ai parlé. Fait qu'il y a des liens web, des photos, le nom du projet, type de projet, etc.
Et à partir de la maquette, on peut rajouter aussi de l'information là, pour ici, c'est pour le bureau de transition écologique et résilience. Fait que, à partir de la maquette, on peut mettre différentes thématiques. Température de surface de jour, de nuit, l'albédo, l'inertie thermique, la canopée, puis étudier les phénomènes reliés à ça. Puis la maquette est importante parce que l'ombrage des bâtiments qu'on peut calculer par la maquette a vraiment un impact immédiat sur les différents éléments pour les îlots de chaleur. Donc ça, c'est notre thématique. Là, je vais juste vous le mentionner, mais c'est toutes les différentes présentations que j'ai faites, comme j'ai mentionné. Ici, il y a les liens que je vous donne sur les maquettes. Là. Je pense que je vais m'arranger pour vous les distribuer par la suite là, via l'Université de Sherbrooke. Puis, je termine avec une vidéo. C'est une vidéo que j'ai produit des différents avancées du drone qu'on a fait dans les dernières années là, à la ville de Montréal. Il dure 4 minutes. Après, je suis disponible pour les questions s'il y en a.
Bon, bien, j'espère que je vais attirer votre attention sur la photométrie. Là, je ne sais pas s'il y a du temps pour les questions, mais je suis disponible s'il y a. Oui, bon, désolé, petit problème, deux ordinateurs dans la même pièce. Donc, on a deux questions de Erwan. Je pense que je vais laisser, si Erwan ça te tente, je vais vous laisser interagir directement, ça va être plus interactif. Oui, c'est parfait. Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Oui, en fait, j'avais la première question, c'était vraiment lié au calcul du volume de neige. Euh, à savoir, est-ce que le fait d'utiliser des points de contrôle change les volumes qui sont calculés, modélisés par la photogrammétrie? Non, ben, dans le fond, là, si on ne mettait pas de point de contrôle, le volume serait sensiblement pareil. La problématique, c'est qu'il faut positionner le volume au bon endroit par rapport au terrain nu. Fait qu'en se mettant des points de contrôle, on s'assure que le tas de neige ne se trouve pas 5 mètres plus bas ou plus haut que le terrain. Fait que si on se ramasse 5 mètres plus bas, on s'entend que le volume qui va être intersecté va être plus petit. Fait que les points de contrôle sont hyper importants pour être certain que le modèle numérique de surface du tas de neige arrive exactement au bon endroit par rapport au modèle numérique de terrain du sol nu. D'accord, ok, parfait, merci. Et puis ma deuxième question, si j'embarque directement, est-ce que vous allez refaire le test avec votre Phantom 4, avec peut-être voler plus bas pour atteindre la même résolution qu'un Sony, puis de comparer en termes de peut-être temps de vol et puis coût d'opération finale? Ouais. Ben, je vais vous avouer que bon, dans le milieu opérationnel, on a certaines contraintes. Puis surtout pour les dépôts à neige, là, il y a une tempête de neige. Ça prend 4 à 5 jours pour remplir les dépôts à neige. C'est à partir de la cinquième, sixième journée qu'on va faire les vols. Il y a des contraintes météo qu'on n'a pas toujours pour voler, là, dont la température, les vents, les précipitations. Fait que des fois, on part avec deux équipes. Il y en a un qui prend le matrice, puis l'autre le Phantom 4. Puis, grosso modo, dans ces cas-là, on ne cherche pas à être au mètre près. Hein. On cherche au mètre cube près. On cherche à avoir un volume, même si on est 100 ou 200 mètres cubes en dessous ou supérieur d'arrêté, c'est pas grave parce que les sites de dépôt à neige les plus gros ont des capacités de 1,5 million de mètres cubes. Fait que oui, effectivement, on peut utiliser le Phantom pour la précision qu'on a besoin. Il faut toujours savoir c'est quoi nos besoins, c'est quoi la précision qu'on veut. Là, on veut un ordre d'idée. Donc, dans ces cas-là, effectivement, parfois on va avec le Phantom puis parfois avec le Matrice. Merci beaucoup. On va poursuivre avec une question de Pierre. Oui, salut Simon. J'avais quelques questions concernant Avez-vous défini un genre de description de tâche de ce qui est requis pour piloter un drone? Avez-vous du personnel spécialisé à faire ça? Puis c'est quoi vos critères d'embauche si vous avez besoin de faire de l'embauche pour ça? OK. Oui, effectivement, pour le drone, il a fallu se faire une expertise à l'interne. Là. Fait que là, on a formé des pilotes. Là, on a 3 pilotes à l'interne, accrédités par Transport Canada, etc. Puis pour ce qui est faire du drone, surtout pour une organisation publique, en plus dans un milieu urbain, on a tous des critères, de toute façon, tout le monde devrait avoir ça, là, mais des critères un peu comme l'aviation. Fait qu'on marche beaucoup avec des checklists. Des checklists au bureau, préparation, plan de vol, autorisation de vol, etc. Checklist de l'équipement sur le terrain, être certain que tout est sécurisé. Les plans de vol sont doublement vérifiés. C'est toujours la responsabilité du pilote. Pas avoir peur d'annuler une mission s'il y a un problème technique ou météo ou du vent, etc. Fait que oui, il y a toute une procédure qui a été mise en place au fil des années. Cette procédure-là, s'améliore toujours de fois en fois là, quand on voit qu'il y a des inconvénients ou quoi que ce soit. Là, des fois, on rajoute des éléments à mettre dans notre checklist. Puis pour ton dernier point, est-ce que la Ville de Montréal embauche? Oui, oui, ça arrive qu'on l'embauche. Là. Présentement, il n'y a pas de poste affiché dans mon équipe, mais s'il y a des intéressés, il y a un seul portail, là, tapez Emploi Ville de Montréal, puis il y a un portail officiel pour les embauches, peu importe le type d'emploi à la Ville. Donc, inscrivez-vous, puis quand ça rentre dans votre pattern, vous recevez un courriel.
Puis ça, est-ce que vous favorisez ou tenez compte que ça prend-tu un profil géomatique ou c'est carrément un autre domaine là, que vous allez chercher une spécialité pour piloter ces drones-là? Ben pour les drones, nous, dans mon équipe, il y a moi qui est pilote de drone. Bon, je suis un professionnel, membre de l'Ordre des arpenteurs géomètres. Puis on a 2 agents techniques en géomatique. Puis il y en a un 3e qui s'en vient, là, qui font ça. Mais on ne fait pas du pilotage de drone à temps plein. C'est certain qu'il y a du traitement de données par après au bureau, la préparation terrain, aller lever des balises, des points de contrôle. Fait que on ne fait pas que du drone, là. On joue sur plusieurs paliers qui touchent à la photogrammétrie ou à la cartographie plus large, là. OK. Donc, c'est quoi qui pourrait être intéressant, là, des étudiants, que ce soit au niveau cégep ou universitaire, qui aillent chercher des genres d'accréditation, se spécialiser à piloter des drones, ben, c'est une corde de plus à son arc, là. C'est sûr que c'est un atout. Ça, c'est évident. Là, s'il y a un poste qui s'ouvre, puis il y a quelqu'un qui est déjà tout formé, puis qui a son permis de pilotage de Transport Canada, puis qui connaît le domaine de la photogrammétrie, là, parce qu'on peut être pilote de drone pour aller prendre des photos pour un promoteur immobilier. C'est pas du tout la même réalité, là. Pour le drone, oui, là, pour faire voler, mais pour le produit, avec un profil géomatique, c'est l'idéal, là. C'est certain que nous, on regarde les profils géomatiques, là. Merci beaucoup. OK, super. On va y aller avec une dernière petite question, mais après ça, on ne pourra plus en prendre parce qu'il faut aller à la prochaine présentation. Donc, Geneviève, tu avais une question toi aussi? Bonjour, c'est pas Geneviève, mais j'ai une question quand même. Bonjour, merci pour la présentation, c'était vraiment super intéressant. Puis, je me demandais, au niveau de la maquette 3D pour la ville de Montréal, vous avez montré la segmentation du nuage de points lidar à un moment, et vous avez dit qu'à partir de là, il y avait comme les toits qui étaient extraits. Je me demandais au niveau de la méthode de segmentation pour les toits du nuage de points lidar, si vous aviez utilisé un cadastre déjà existant avec des polygones qui étaient déjà comme donnés au sol pour extraire les points des bâtiments, ou si vous utilisiez un algorithme qui était capable de segmenter directement les bâtiments des nuages de points. Pour segmenter, pour un bungalow sur un terrain, ça ne cause pas de problème. C'est une seule unité, ça se fonctionne. Si on parle de maisons attachées ou semi-détachées qui se ramassent sur 2 ou plusieurs lots, la façon qu'on gère maintenant n'est pas optimale. On est en train de regarder pour régler ça. C'est qu'on s'entend que les toits qui sont détectés, c'est tous des polygones fermés. Okay? Fait que si on a une maison à deux pans, c'est 2 polygones qui sont unifiés pour faire la maison. La façon que ça fonctionne, c'est que le centroïde de chaque polygone, on regarde sur quel lot qui tombe, puis on les regroupe après, tous les polygones qui sont tombés dans le même lot, on les regroupe ensemble pour faire un bâtiment et adjacent. La problématique qu'on a, c'est que si on a un toit plat qui est sur 2 lots et que, supposons, chaque maison a une lucarne, ben, le toit plat qui est sur 2 lots, le centroïde va tomber sur un des 2 lots avec une lucarne, puis l'autre bâtiment, il va juste avoir la lucarne sans avoir sa moitié de bâtiment. Fait que ça, c'est une problématique là, qu'on n'a pas encore mis en production, là, qu'on sait qu'elle existe, qu'il faut améliorer. Mais là, on le voit par centroïde de polygone là, par rapport au lot. Ok, mais c'est que ça prend que vous ayez des données au sol comme de l'eau qui disent quel bâtiment est à quelle place déjà, et vous allez chercher après sur les polygones. Oui, bien c'est ça. Idéalement, il faudrait, quand un polygone se trouve sur 2 lots, on est en train de le faire là, pour les bâtiments 2D. Après, on va s'attaquer au 3D. Quand il y a un bâtiment qui empiète sur 2 lots, là, on est en train de faire des scripts de relations puis tout ça pour couper ce polygone-là éventuellement en 2 bâtiments pour vraiment les isoler de façon individuelle, de façon propre. Ouais. C'est bon, merci beaucoup. Plaisir. OK. On a une autre question, mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous encourager à pouvoir poser ces questions-là durant la pause qu'on a juste après la prochaine présentation. Désolé de couper ce cours, mais question de donner la chance, ça peut être bon. Donc, notre prochaine présentation, je te remercie beaucoup, Simon. Donc, maintenant, on passe la parole à Jean-François Bourgon du CCCOT, qui va nous parler de la plateforme du cube de données du Centre canadien de cartographie.